Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous allons examiner aujourd'hui les troubles bipolaires. Les troubles bipolaires, anciennement appelés troubles maniaco-dépressifs, concernent les personnes qui sont atteintes d'une forme particulière de psychose. Cette psychose est à prendre très au sérieux dans la mesure où le risque de passage à l'acte suicidaire est 20 fois supérieur à la population normale. Contrairement à ce qu'il a pu être dit parfois dans certaines presses, il ne s'agit donc pas d'un trouble factice, et il ne s'agit pas non plus de manifestations où les personnes ont une attitude d'excès d'hygiène ou de propreté. En fait, les troubles bipolaires concernent les personnes qui vont alterner des phases dites maniaques et des phases dites dépressives. Lorsque ces phases s'alternent de façon continue, avec des véritables phases d'euphorie et des véritables phases d'état dépressif majeur, on parle alors de troubles bipolaires 1. Si les personnes passent par des phases dépressives et des phases hypomaniaques, c'est-à-dire des phases où l'euphorie est moindre, l'état d'humeur est un peu exalté, mais pas d'une façon aussi marquée que dans les phases de type 1, alors on parle de troubles bipolaires de type 2. Les troubles bipolaires sont donc une manifestation psychopathologique qui est étudiée dans des manuels de diagnostic comme le DSM-5, qui est donc, comme je vous l'avais indiqué, une bible pour les psychiatres et les psychologues en termes nosographiques pour identifier quels sont les symptômes associés à cette manifestation. Vous voyez apparaître sur l'écran ici l'ensemble des symptômes qui sont possiblement présents dans cette manifestation psychopathologique et qui, pour pouvoir être indiqués comme troubles bipolaires, nécessitent d'être présents en nombre suffisant et pendant une période suffisamment longue. Concrètement, une période d'état maniaque pour une personne qui va être atteinte de troubles bipolaires et présenter cette symptomatologie maniaque, une période d'état maniaque est manifestée par une série de symptômes tout à fait spécifiques. La personne qui est en état maniaque va d'abord avoir une réduction de son besoin de sommeil. Ces personnes se trouvent reposées, en forme, après quelques heures de sommeil à peine, ces quelques heures pouvant aller jusqu'à 2-3 heures de sommeil, et ce pendant une période suffisamment longue. Les personnes qui sont en état maniaque présentent également une humeur exaltée. Une humeur exaltée ne veut pas dire sans cesse joyeuse, mais une humeur tout à fait exprimée de manière visible, de manière un peu bruyante. Et ces personnes qui vont présenter cette humeur marquée vont passer d'un sujet à un autre très facilement. On parle dans ce cas d'un passage du coq à l'âne, au sens où la personne va s'intéresser à l'ensemble des stimuli présents dans son environnement et lorsqu'un stimulus passera devant elle, elle pourra abandonner la discussion ou le sujet qu'elle est en train de développer pour s'intéresser subitement à ce nouveau stimulus qui passe près d'elle, avec la même intensité et le même rebond que l'intérêt qu'elle ne manifestait pour le phénomène précédent. Ces personnes également vont présenter des conduites comportementales un peu modifiées, c'est-à-dire que les personnes qui sont en état maniaque vont parfois présenter soit un ensemble de vocables un peu plus élaborés qu'à l'habitude, un vocable qu'on pourra appeler pédant, des phrases plus alambiquées, des mesures de politesse assez particulières, et tout cela va s'accompagner d'une gestuelle bien spécifique, peut-être un peu exacerbée, ainsi que d'un accoutrement qui sera détonnant par rapport à la posture habituellement prise par la personne. La personne va s'habiller d'une façon qui sera sensiblement plus visible. Sur le plan des relations interpersonnelles, nous percevons que la personne en état maniaque est dans un état d'anosognosie. Elle n'est pas consciente de son état morbide. La personne étant tout à fait heureuse, étant tout à fait décidée à entretenir avec vous les meilleurs rapports, mais pouvant très rapidement également être triste, fâché contre vous si vous ne semblez pas rentrer dans le même état d'esprit dans lequel elle se trouve. Elle va par ailleurs s'affranchir des contraintes sociales
Il va peut-être, dans certains cas, proposer des rencontres relationnelles d'une nature différente de celles qui sont habituellement remarquées sur le plan social. Elle va vous proposer peut-être une sorte de proximité, une affectivité plus grande que lorsqu'elle est dans un état dit normal. La personne va également développer des idées grandioses, un sentiment d'être connectée à une personnalité importante et donc va commencer toute une série de projets habituellement non aboutis pour chacun d'entre eux qui ont une destination sociale plus ou moins marquée. Ce comportement est un comportement qui va altérer les fonctionnements habituels de la personne sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel et sur le plan ami. On met parfois beaucoup de temps à pouvoir diagnostiquer ce type de manifestation psychopathologique dans la mesure où les états maniaques, les flambées maniaques, sont en général un peu plus rares, bien que beaucoup plus bruyantes. Les personnes atteintes d'états bipolaires vont présenter le plus souvent des états dépressifs. Et lorsqu'ils présenteront des états maniaques, ce seront des formes tout d'abord hypomanes. Ces formes hypomanes seront donc des manifestations d'humeur plus joyeuses que la normale, mais venant d'une personne qui était dans un état plutôt dépressif, l'entourage accueillera ces manifestations hypomanes de manière plutôt positive, considérant qu'il vaut mieux que la personne soit dans cet état que dans l'état antérieur de dépression. Aussi, nous allons parfois rater des moments de diagnostic parce que nous allons confondre cet état d'humeur plus joyeux avec une amélioration de l'humeur générale lorsque la personne aura été traversée pendant un certain temps par une humeur plus dépressive. Il faut savoir que les personnes atteintes de troubles bipolaires ont tendance, lorsque le diagnostic est avéré, à cacher leurs troubles à leurs proches, à leurs employeurs, par peur de stigmatisation sociale, professionnelle ou relationnelle. Ils ont donc, dit-on, peur des conséquences associées au diagnostic lié à leur état. Il existe ensuite toute une série de traitements que l'on peut proposer aux personnes présentant un état bipolaire. Parmi ces traitements, l'un des traitements les plus connus est le sel de lithium, qui est en fait un régulateur d'humeur. Le sel de lithium est connu depuis les années 70 et produit d'excellents résultats chez les personnes atteintes de troubles bipolaires. En général, on associe ce type de médicament à des anxiolytiques qui peuvent également aider la personne, des antiépileptiques dans certains cas ou encore d'autres formes d'antipsychotiques. La psychothérapie ou le suivi thérapeutique est en général accompagné de ce volet médicamenteux et encouragé, qu'il soit de nature individuelle ou plutôt de nature familiale. On aide également les personnes à travers des outils psychoéducatifs. Il s'agit d'éduquer la personne à une sorte de vigilance, de veille par rapport à son état général, de manière à ce que la personne puisse repérer les moments où son humeur semble changer d'un état qu'on appelle d'euthymie, c'est-à-dire un état dans lequel la personne présente une humeur générale normale, constante, ni trop joyeuse, ni trop triste. Le but est donc que la personne parvienne à repérer les moments où son humeur va chanceler, soit d'un côté trop joyeux et mettre en évidence cette phase de montée de l'état maniaque, ou bien lorsque la personne va présenter des symptômes d'une humeur plus marquée autour de la tristesse et donc entamer plutôt le volet dépressif associé à l'état maniaque. Vous le voyez, cette manifestation est présente chez certaines stars. Il faut savoir que les troubles bipolaires, ça a été documenté largement dans la littérature, sont assez présents chez les personnalités publiques, chez les artistes notamment. C'est l'un des troubles psychopathologiques les plus
présent chez eux, et c'est un trouble qui fait l'objet régulièrement d'adaptations cinématographiques télévisuelles. Ainsi, la série Homeland, dont vous pouvez voir ici apparaître un extrait, nous montre l'actrice Carrie Bradshaw aux prises avec une énième manifestation de son état lors d'une flambée maniaque où elle est hospitalisée en psychiatrie. Dans cet extrait, son superviseur direct, Saul Berenson, vient lui rendre visite dans l'hôpital psychiatrique et s'étonne de son état d'humeur qui, comme vous le voyez dans l'extrait, l'a fait parler à la fois extrêmement rapidement, passer d'un sujet à un autre, prendre pour important des éléments contextuels finalement de seconde importance. Les personnes qui sont dans cet état sont, je vous l'ai dit, anosognosiques et en l'occurrence ici, l'actrice semble dire à son superviseur qu'elle est consciente que quelque chose ne va peut-être pas parce qu'il ne s'agit pas de sa première hospitalisation, sans pour autant qu'elle soit tout à fait d'accord avec l'idée qu'elle ne va pas bien. Elle va reconnaître sur le plan cognitif et intellectuel que peut-être on peut imaginer qu'elle ne va pas bien, mais qu'elle est tout de même, et ça c'est la fameuse conviction délirante dans laquelle se trouvent les personnes atteintes de psychose, qu'elle est tout de même dans une certaine lecture de la réalité qui lui paraît tout à fait juste. Il faut enfin savoir que les états bipolaires sont associés à d'autres vocables qui sont parfois proches mais pas tout à fait identiques. Ainsi, la cyclothymie est une manifestation d'humeur où l'alternance rapide entre des états d'humeur plutôt positive et des états d'humeur plutôt négative se fait jour sans que l'accès d'humeur positive et l'accès d'humeur dépressive ne soient suffisamment marqués pour parler de troubles bipolaires. Nous avons également la dysthymie, qui est une forme d'humeur qui se situe en deçà de la ligne euthymique, de la ligne de l'humeur constante normale. Il s'agit donc d'une humeur un peu dépressive, qui ne fait pas l'objet soit d'une dépression marquée, soit alors d'une des manifestations de l'état bipolaire. Il s'agit d'une personne qui présente une humeur générale plutôt triste, sans pour autant que cette humeur générale plutôt triste ne l'empêche de pouvoir fonctionner sur le plan social, relationnel, amical, familial ou autre. Enfin, il y a les personnes qui ont des humeurs changeantes, des problèmes de régulation émotionnelle ou encore, parfois le dit-on, un sale caractère. Mais présenter un sale caractère, une humeur changeante ou des difficultés de régulation émotionnelle ne font pas de cette personne quelqu'un qui est atteint de psychose, puisque, rappelons-le encore une fois, les personnes atteintes de psychose présentent un rapport altéré à la réalité, marqué par le fait que ces personnes n'ont pas conscience de leur état morbide, ou, si elles en ont conscience, présentent tout de même une certaine fragilité relationnelle, un degré d'angoisse extrêmement élevé et des difficultés à pouvoir exercer un jugement critique par rapport à leur. Venons-en maintenant à une autre manifestation qui est liée au trouble bipolaire, mais qui est aussi une symptomatologie tout à fait spécifique, qui est la dépression. Dans les troubles bipolaires, l'état dépressif, les manifestations dépressives, ressemblent trait pour trait à un état dépressif majeur, mais sont évidemment accolés, adossés à des moments où l'humeur va donc passer de ces rives plus dépressives vers des manifestations d'humeur beaucoup plus joyeuses dans les flambées dites maniaques. Dans les dépressions, les états dépressifs, nous voyons donc apparaître une humeur triste. Nous allons le détailler dans un instant. La dépression est une psychopathologie qui est remarquablement présente dans la population. On suppose qu'il y a à peu près 300 millions de personnes atteintes dans le monde d'une forme plus ou moins dépressive. Il s'agit donc de la manifestation psychopathologique névrotique la plus présente dans le monde. En 2030, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, prévoit qu'il s'agira de la manifestation psychopathologique la plus diffusée dans le monde, et nous pouvons supposer que la crise actuelle sanitaire liée au coronavirus va majorer ce type de chiffres dans la mesure où les premières données qui nous parviennent mettent en évidence que les troubles anxieux et dépressifs sont, pour les personnes qui étaient déjà atteintes, déjà majorés, et
commence à se manifester chez des personnes qui ne présentaient pas jusque-là d'état dit dépressif. Il est important également de rappeler que la dépression n'est pas un trouble factice. La dépression est une véritable maladie qui s'accompagne d'une profonde et authentique souffrance. Longtemps, dans les années 80 et 90, un peu comme c'est le cas aujourd'hui pour l'épuisement professionnel, le burn-out, la dépression a été considérée comme une sorte de trouble factice, de maladie d'apparat, une sorte de connivence entre un médecin complaisant et un patient qui simplement aurait une faiblesse de caractère ou des velléités d'utiliser ce diagnostic pour ne pas aller travailler. Nous savons aujourd'hui, à l'appui d'une documentation scientifique sérieuse, que les personnes atteintes de dépression présentent des symptômes cognitifs, mais des symptômes également biologiques tout à fait spécifiques et documentés qui nous permettent de mettre en évidence qu'il s'agit là d'une réelle maladie. Il ne faut donc jamais banaliser les manifestations dépressives chez une personne, car nous savons que près de 80% des personnes qui ont tenté de se suicider étaient par ailleurs des personnes présentant des formes de dépression plus ou moins marquées, plus ou moins manifestes. Il n'y a donc pas lieu de considérer qu'il s'agit d'un manque de volonté. La personne qui semble avoir une humeur triste est, comme nous le verrons, de l'aboulie ou encore de l'apragmatisme, c'est-à-dire des comportement qui donne le sentiment que la personne ne veut pas se mettre au travail, ne veut pas se mettre en mouvement, ou encore qu'elle présente un masque social qui semble être un masque de distance par rapport à ce qu'on leur dit, eh bien il ne s'agit pas là d'un manque de volonté, mais d'un des symptômes tout à fait patents, manifestes chez la personne. Aussi, il ne sert à rien de leur demander de se remuer, de se bouger. Il s'agirait d'une injonction tout à fait contre-productive, puisque dire cela à une personne qui est atteinte de dépression va renforcer chez elle son état dépressif, parce que, entendant cognitivement, intellectuellement, qu'elle devrait faire des efforts, mais ne parvenant pas affectivement à pouvoir les faire, cette personne va être renvoyée à son impuissance qui est déjà manifeste. Au niveau de la symptomatologie, la personne qui est en état dépressif, que ce soit une dépression névrotique ou que ce soit un des aspects liés au trouble bipolaire, la personne qui est en dépression va présenter 3 symptômes tout à fait particuliers depuis au moins 2 semaines. Il s'agit pour une part d'une humeur triste. Cette humeur triste ne s'atténue pas avec le sommeil ou avec l'annonce d'une bonne nouvelle. La personne présente cet état de tristesse avec également des degrés élevés d'anxiété, d'irritabilité, une culpabilité personnelle et une mésestime de soi, donc une estime de soi qui est largement entamée. La personne va également présenter, deuxième élément, des symptômes psychomoteurs. C'est-à-dire que la personne va avoir un ralentissement général d'un ensemble de fonctionnements antérieurement performants. J'entends par là donc des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration. Des manifestations également d'ordre physique. La personne va parler de manière plus lente, avoir une gestuelle moins fluide, avoir un visage moins expressif, une sorte de poker face. Ce poker face va s'accompagner dans certains cas de ce que l'on appelle de la clinophilie. La personne va trouver refuge au sein de son lit et avoir des difficultés à pouvoir en sortir. Elle va donc être capable de rester étendue pendant des heures parfois, alors même que la nuit a été accomplie. Elle va rester couchée dans son lit parce qu'elle y trouve une forme de refuge ou, en tout le moins, ça lui permet de pouvoir traverser la journée qui, par ailleurs, est difficile à pouvoir vivre. Un autre ensemble de symptômes physiques vont être également présents dans le cas de dépression. Les troubles du sommeil, nous l'avons évoqué, avec des difficultés à l'endormissement parce que les ruminations sont présentes, et également des réveils nocturnes, accompagnés souvent d'angoisse, de dyspnée, de difficultés respiratoires, de pensées morbides, mais également des difficultés de réveil, étant donné que la personne va avoir à ce moment-là un sommeil lourd en matinée et donc une difficulté à pouvoir émerger.
La personne va présenter également, on l'a dit, des pensées morbides, des idées noires, des idées tristes. Donc elle va pouvoir produire sur elle-même, sur les autres et sur le monde un ensemble de réflexions de nature négative. Ces réflexions sur soi, les autres et le monde ne seront pas nécessairement rationnelles, mais vécues comme telles. La personne va alors produire ce genre de réflexion jusqu'à avoir une idéation suicidaire, donc le sentiment que le passage à l'acte suicidaire pourrait l'aider à atténuer les souffrances dans lesquelles elle se trouve. Gardez à l'esprit que la personne qui est atteinte de dépression ressent profondément cette souffrance. Intérieurement, cette souffrance est véritablement viscérale. La personne va également présenter des troubles de l'alimentation, soit des périodes d'anorexie où manger va devenir extrêmement compliqué. On sait que l'appétit et le fait de manger sont associés à une certaine forme de plaisir, plaisir que la personne en état de dépression ne ressent plus. L'inverse existe, il peut y avoir des passages plus boulimiques où la personne va manger de manière compulsive, non moins pour avoir du plaisir que pour atténuer sa souffrance. La fatigue est en général extrêmement présente, nous l'avons dit, à la fois parce que la qualité du sommeil est malheureusement impactée, mais aussi parce que la personne ne parvient généralement pas à retrouver de l'énergie pendant la journée. Il va y avoir d'autres manifestations, des troubles gastro-intestinaux, de la constipation, pour les femmes des règles qui deviendront parfois irrégulières, avec dans certains cas des aménorrhées, donc une disparition des règles pendant plusieurs jours, voire parfois plusieurs semaines. Certaines dépressions peuvent donc produire ce genre de symptômes, mais il existe aussi des dépressions qui produisent des symptômes tout à fait inverses. Donc la personne va au contraire énormément dormir, la personne va prendre énormément de poids, la personne va être dans un fonctionnement un peu atypique par rapport au tableau habituellement rencontré. Dans le DSM-5, il faut, pour pouvoir être catégorisé comme dépressif, atteint de dépression majeure, un ensemble de symptômes qui vont produire une modification du comportement relationnel, professionnel, affectif et social, et ce pendant un certain temps, avec un ensemble de symptômes qui devront être présents et majorés. Nous en avons déjà évoqué certains. Gardons à l'esprit que la personne va ressentir moins d'intérêt pour les choses qui jusque-là suscitaient chez elle de l'intérêt, une envie d'agir. Son humeur va donc être largement impactée. Vous voyez apparaître ici le tableau clinique. Manifestation illustrative, nous pouvons voir que l'écrivaine Virginia Woolf, mais évidemment d'autres écrivains sont également concernés, et d'autres artistes en général, Virginia Woolf en fait va passer à l'acte, donc avoir ces idéations suicidaires qu'elle va traduire par un comportement de mise en danger d'elle-même, et donc elle va se suicider après avoir écrit une lettre d'au revoir à son compagnon dont je vous fais lecture. Mon chéri, j'ai la certitude que je vais devenir folle à nouveau, je sens que nous ne pourrons pas supporter une nouvelle fois l'une de ces horribles périodes, et je sens que je ne m'en remettrai pas cette fois-ci, je commence à entendre des voix et je ne peux pas me concentrer. Habituellement, le fait d'entendre des voix est associé à des manifestations d'ordre psychotique. Il s'agit d'hallucinations auditives, mais dans certains cas de dépression, des formes mineures hallucinatoires, soit visuelles, soit auditives, peuvent également envahir la personne. La personne sachant par ailleurs, à la différence de la psychose, qu'elle est dans un état délirant ou dans un état problématique, à la différence de la personne psychotique qui n'a pas conscience de cet état et qui n'a pas conscience donc que ces voix proviennent entre guillemets d'elle-même, situant ces voix dans un extérieur d'elle-même. Alors, dit Virginia Woolf, je fais ce qui semble être la meilleure chose à faire. Tu m'as donné le plus grand bonheur possible, tu as été pour moi ce qu'une personne d'autre n'aurait pu être. Je ne crois pas que deux êtres eussent pu être au plus heureux que nous à l'arrivée de cette affreuse maladie. Je ne peux plus lutter davantage, je sais que je te gâche ta vie, que sans moi tu pourrais travailler et tu travailleras, je le sais. Donc on voit ici les auto-reproches qu'une personne peut se faire lorsqu'elle est en état dépressif, une culpabilité qu'elle peut ressentir de faire subir à son entourage l'état dans lequel elle est.
Vois-tu, poursuit-elle, je ne peux même pas écrire cette lettre correctement. Je ne peux pas lire. Ce que je veux dire, c'est que je te dois tout le bonheur de ma vie. Tu t'es montré d'une patience absolue avec moi et d'une incroyable bonté. Je tiens à dire cela, tout le monde le sait. Si quelqu'un avait pu me sauver, ça aurait été toi. Je ne sais plus rien si ce n'est la certitude de ta bonté. Je ne peux pas continuer à gâcher ta vie plus longtemps. Je ne pense pas que deux personnes auraient pu être plus heureuses que nous ne l'avons été. Et cette conviction profonde d'être irrécupérable, c'est une des manifestations dramatiques qui accompagnent la personne dépressive. Quels sont les corrélats cérébraux? Eh bien, les corrélats cérébraux associés à la dépression sont de plusieurs natures, nous allons le voir. Il semble que plusieurs aires cérébrales soient concernées dans le cadre de la dépression, mais nous pouvons accentuer ici notre intérêt autour du système de récompense, le système dit limbique, où nous pouvons percevoir que et l'amygdale et l'hippocampe sont particulièrement mobilisés en cas de dépression. Nous savons que l'amygdale, qui est donc ce petit noyau qui se situe dans le système limbique et qui est responsable de la gestion émotionnelle, de la régulation de nos émotions, eh bien nous pouvons voir que cette amygdale procède par deux voies. Une voie rapide, qui est un héritage phylogénétique qui nous a permis de pouvoir nous sortir de situations compliquées durant lesquelles nous devions très rapidement prendre une décision pour savoir si ce qui nous arrivait comme stimulus était un stimulus positif ou négatif et justifiait chez nous une réponse soit de combat, fight, soit une réponse de fuite, flight. Eh bien, cette voie rapide fait que les personnes vont très rapidement prendre une décision dans un sens ou dans un autre. Et dans un second temps, cette voie rapide va céder la place à une voie plus lente qui, à ce moment-là, va mobiliser en sus de l'amygdale le cortex frontal, une partie du cortex frontal qui va travailler autour de l'évaluation de la situation pour voir si la réponse de combat ou la réponse de fuite était adaptative par rapport à la situation rencontrée. En l'occurrence, si un chien aboie lorsque vous passez en rue, l'amygdale va fonctionner immédiatement, donner en voie rapide l'ordre que vous vous éloigniez du chien par réponse sécuritaire, supposant que le chien pourrait présenter un danger à votre égard. Et dans un deuxième temps, l'amygdale va projeter ces informations dans le cortex frontal va analyser ces informations et va peser s'il s'agissait effectivement d'une menace ou s'il s'agissait d'un aboiement heureux. À ce moment-là, cette réévaluation par le cortex frontal va permettre éventuellement de pouvoir faire un mouvement inverse et de s'apaiser, alors que la réaction initiale était une réaction de peur. On voit que chez les personnes qui souffrent de dépression, il y a une suractivité du cortex préfrontal latéral, particulièrement, et de l'amygdale. Ces personnes vont passer donc un temps assez important à fixer des stimulus de nature négative, en donnant une sorte d'appétence principale pour l'évaluation émotionnelle de ce stimulus au détriment d'une évaluation plus intellectuelle, d'une forme de régulation de cette émotion. Il faut donc aider les personnes qui sont en état dépressif à accorder moins d'attention à des stimulus anxiogènes et à les aider à dépasser cette émotion négative pour les amener à une réflexion, donc une intellectualisation qui leur permette de pouvoir réévaluer l'émotion associée. On perçoit également que chez les personnes atteintes de dépression, le taux de sérotonine fonctionnant dans le cerveau, qui est un neuromédiateur associé à la régulation émotionnelle et à la régulation humorale de l'humeur de nature plus positive. Chez les personnes atteintes de dépression, ce taux de sérotonine a tendance à être assez bas. Il faut donc, chez ces personnes, travailler à partir d'un ensemble de moyens, des moyens médicamenteux et des moyens psychothérapeutiques pour que le niveau de sérotonine soit de nouveau meilleur, que la circulation de cette sérotonine dans le cerveau permette que la personne soit dans une humeur à nouveau réglée.
Ce qui signifie donc que les personnes atteintes de dépression vont être encouragées à prendre des antidépresseurs, et spécifiquement aujourd'hui ce que l'on appelle des SSRI, des inhibiteurs sélectifs de la recapture à la sérotonine. On va donc s'arranger pour que cette sérotonine dans le cerveau puisse circuler de manière optimale et permettre à la personne de garder une humeur, en tout cas sinon positive, une humeur en tout cas moins triste que celle qu'elle peut ressentir. Pour calmer les affects de nature plus anxieuse qui sont associés à la dépression, on va recourir à une série de médicaments de type benzodiazépine qui vont à ce moment-là réduire l'activation de l'amygdale et vont permettre à la personne de ne pas être entièrement pilotée par leurs émotions. Il faut savoir que la prise de ces médicaments antidépresseurs et également de ces anxiolytiques qui sont régulièrement prescrits chez les personnes atteintes de dépression ne sont pas là pour enrichir l'industrie pharmaceutique. On sait qu'en 2016, les antidépresseurs ne représentaient que 6% des revenus de l'industrie pharmaceutique. Donc il n'y a vraiment pas une volonté de l'industrie de médiquer les personnes. Mais l'on constate que dans certains cas, ce genre de médicament est véritablement recommandé en plus d'une psychothérapie ou d'un accompagnement de nature thérapeutique. Il est intéressant que ces personnes puissent être accompagnées par ce volet plus biologique, car une psychothérapie seule, si elle produit des effets assez remarquables, ne va pas suffire dans certains cas à sortir la personne de son état dépressif. Les psychothérapies sont nombreuses, les manières d'accompagner la personne sont nombreuses. Il y a des approches de nature plus psychanalytique, il y a des approches plus comportementales, il y a des approches qui sont plutôt de couple ou des approches de famille, mais il y a également d'autres approches qui sont plus liées à la relaxation ou des approches encore plus nouvelles comme le MDR. Il faut savoir que les approches cognitives et comportementales sont en général les mieux identifiées en termes de résultats pour les personnes atteintes de dépression. On voit chez eux, grâce à l'evidence-based medicine qui a été menée autour de ce public, de ces patients-là, donc des données statistiques, on voit que ce type de psychothérapie produit des effets assez remarquables en termes d'amélioration de l'humeur, ce d'autant plus si la prise de médicaments est associée à cet état. Voyons enfin une manifestation tout à fait spécifique qui est la dépression postpartum. La dépression postpartum est une manifestation dépressive qui va accompagner une maman, non pas comme le baby blues dans les 3 jours qui vont suivre à maximum une semaine la naissance de l'enfant. On voit donc très régulièrement, jusqu'à parfois 80% des femmes racontent avoir eu dans les heures et les jours qui ont suivi la naissance de leur enfant un accès de tristesse, d'anxiété, un sentiment de ne pas pouvoir arriver à gérer cet événement tout à fait singulier qu'est celui d'être maman. On voit ce genre de manifestation apparaître, mais on voit également ce genre de manifestation disparaître, en général après une semaine, la maman parvenant à ce moment-là à intégrer son statut de maman et se sentant de nouveau de meilleure humeur, avec une énergie retrouvée. Dans certains cas, une mère sur 10 peut être confrontée à ce trouble qui va durer en fait beaucoup plus longtemps, qui va apparaître en général 1 mois après la naissance de l'enfant et qui va vraiment durer parfois plusieurs mois et va présenter donc chez la personne des symptômes assez classiquement associés à la dépression, auxquels on va pouvoir ajouter des spécificités liées à l'enfance, à savoir des inquiétudes envers le bébé par rapport à sa santé, par rapport à son devenir, des inquiétudes qui sont parfois de nature quelque peu exagérée, voire irrationnelle, des craintes associées au fait de ne pas être une bonne mère, dans certains cas des phobies bien particulières et notamment des phobies d'impulsion, donc la peur pour la mère de mal agir, de faire tomber son bébé, de le jeter entre guillemets accidentellement, donc des images obsédantes qui vont envahir cette maman et vont lui donner le sentiment qu'elle n'est pas une bonne mère ou qu'elle pourrait ne pas être une bonne mère, et donc
accroître déjà les symptômes dépressifs qui sont présents journellement. Enfin, il y a dans certains cas, pour certaines mamans, parce que ces pensées sont présentes, il y a à ce moment-là des idéations suicidaires qui peuvent se mettre en place et nous devons insister sur le fait que les mamans souvent ne vont pas demander d'aide dans cette période car, et nous allons le voir avec l'épuisement parental, le burn-out parental étudié par Moira Michalczak et par Isabelle Roskam, nous allons voir que les mamans demandent peu d'aide parce que la naissance d'un enfant est culturellement associée à du plaisir. Et donc les mamans ne vont pas oser, ne vont pas s'autoriser à demander de l'aide parce que cet événement est donc associé à quelque chose qui devrait être vécu positivement et qui, au niveau de l'entourage, va faire qu'il y a une sorte d'aveuglement potentiel des proches quant au fait que la maman peut être en réelle souffrance par rapport à la naissance de son enfant. Procédons enfin à un dernier examen, celui d'une manifestation très spécifique qui peut accompagner les fragilités par lesquelles les mères peuvent passer lorsqu'elles deviennent mamans, mais pas que les mères, les pères également sont concernés. Je veux parler par là du burn-out parental. Le burn-out parental est une discipline émergente qui est issue des travaux menés autour du burn-out professionnel, connu depuis les années 70 et les travaux de Freudenberger. Ce burn-out parental est devenu une discipline tout à fait spécifique, avec évidemment une série d'études de qualité qui sont menées à partir de l'initiative de deux chercheuses et professeurs de l'UC Louvain en Belgique, Moira Michalczak et Isabelle Roskam. Dans leurs recherches, elles mettent en évidence des spécificités d'épuisement chez les parents que nous allons pouvoir détailler ensemble. Il me semble que la crise sanitaire que nous connaissons actuellement, avec la période de confinement, va majorer probablement ce type de manifestation d'épuisement et il convient dès lors de pouvoir y prêter attention. Plusieurs ouvrages ont déjà traité de cette question de manière non scientifique, plutôt sous forme de récits auto-rapportés. Je pense ici à l'ouvrage intitulé « Mère épuisée », qui est un catalogue de remarques émises par une maman à l'adresse de sa vie de mère avec ses enfants, mettant en évidence, en exergue, les différents symptômes que nous pouvons rencontrer dans l'épuisement parental, mais également donc plus généralement dans l'épuisement professionnel. Il faut dire qu'être parent aujourd'hui n'est pas une mince affaire, il suffit de regarder autour de nous pour prendre conscience que la publicité met en évidence une image du statut de parent comme étant d'abord et avant tout un moment associé à une forme de joie tout à fait explicite, partagée, ainsi que de plus en plus dans les médias, cette idée que les familles devraient idéalement pouvoir s'épanouir auprès de leurs enfants, tout en étant particulièrement attentifs aux autres sphères de leur vie, les sphères professionnelles, les sphères amicales, les sphères familiales, les sphères liées au couple, et devraient donc les parents être capables de pouvoir assurer une sorte de réussite dans chacun de ces domaines. On parle aujourd'hui régulièrement, vous le savez, de parentalité positive. On met en évidence depuis les travaux initiés par Françoise Dolto et un ensemble de psychanalystes dans les années 70 de l'idée que les enfants présentent une psyché tout à fait aboutie, tout à fait à même de pouvoir intérioriser, introjecter toute une série d'éléments que nous allons leur donner à travers l'éducation que nous entendons leur fournir et qu'ils vont, tous ces éléments, collaborer pour fabriquer, construire, élaborer une personnalité dans le décours du développement de cet enfant. Aussi, cette idée que l'enfant est une personne comme les autres et que l'enfant possède cette subjectivité et cette psyché à nul autre pareil qu'il convient donc de respecter, cette idée s'est assortie d'une sorte de pression sociale majorée ces dernières années par la société dans laquelle nous évoluons, qui est une société du rendement, une société de l'efficacité, qui nous demande donc de produire dans chacune des sphères de notre vie un ensemble de comportements adéquats, performants et adaptatifs. En l'occurrence,
les demandes qui sont faites autour des parents par les spécialistes depuis les années 2000 notamment, à savoir procurer, je cite quelques exemples repris par Isabelle Roscam, procurer à l'enfant une éducation qui réponde à son besoin d'être aimé, de ressentir de la chaleur, de se sentir en sécurité, de la structure, des repères, de la reconnaissance, une autonomisation, un environnement non violent. Tous ces éléments qui en soi sont des éléments absolument nécessaires, utiles, mettent les parents face à un ensemble d'attentes auxquelles ils peuvent parfois avoir le sentiment de ne pas être capables de pouvoir répondre. Ce sentiment de ne pas être capable de pouvoir répondre à cette exigence d'une parentalité parfaite fait que ces parents vont procéder à une auto-évaluation, voire être soumis à une hétéro-évaluation par leur père ou par des instances extérieures. Et ces parents alors vont voir leur estime d'eux-mêmes entamée, entachée par l'écart manifeste entre ce qu'ils tentent de mettre en place pour leurs enfants et ce qu'ils ne parviennent pas à pouvoir assurer en termes de réussite à leur égard. Il faut savoir que pour chacun d'entre nous, être sans cesse de bonne humeur, calme, jamais fatigué, toujours disponible est quelque chose qui évidemment est pratiquement impossible, mais est implicitement souhaitable, souhaité, sollicité de la part des parents. Ce qui signifie donc que les parents souhaiteraient atteindre cette parentalité parfaite alors même qu'une parentalité souhaitable, une parentalité réaliste, devrait s'articuler également sur une prise en compte du contexte dans lequel ces parents entendent exercer leur autorité parentale et leur exercice de parentalité. Ce qui signifie également donc qu'il y a un décalage entre l'enfant imaginaire que l'on avait dans son esprit et l'enfant de la réalité, l'enfant réel, qui n'est pas exactement point pour point, trait pour trait, cet enfant que nous avions auguré dans notre esprit avant son apparition réelle. Ce décalage fait que les parents font l'épreuve du fait qu'avoir un enfant, c'est évidemment énormément de plaisir, comme le souligne Isabelle Roscam. Ça nous donne un statut social particulier, ça génère un sens incroyable dans la vie, ça décuple les émotions et ça nous fait accéder véritablement à une dimension tout à fait inédite de l'amour. Et donc tous ces éléments-là vont être absolument transcendés par l'arrivée des enfants, c'est évident. Mais l'enfant réel va malheureusement, ou peut-être va simplement, présenter une différence plus ou moins grande, plus ou moins radicale, avec le fantasme de l'enfant que l'adulte s'était forgé lorsqu'il avait formulé les vœux d'avoir cet enfant. Ainsi, face à l'incapacité de pouvoir être tout à fait adapté à son enfant, à ses besoins, à ses attentes ou à ce que le parent suppose être les besoins et les attentes de cet enfant, ou encore à ce que la société, les proches, la famille extérieure, les amis semblent indiquer comme étant un horizon à atteindre en termes de performance ou de réussite parentale, il peut arriver que les parents ressentent l'émergence progressive du stress sourdre en eux. Lorsque le stress augmente, les capacités à pouvoir juguler ce stress, vivre avec lui, avoir donc des capacités à pouvoir le surmonter, va dépendre d'un ensemble de phénomènes qui vont mettre en tension les capacités que le parent a face à une situation stressante et la quantité de stress auquel il est soumis. Si cet équilibre peut être trouvé, le parent parviendra, malgré le stress que l'enfant lui donne, bien involontairement évidemment, et dans certains cas peut-être un peu plus volontairement, je pense ici aux enfants dits tyranniques ou aux enfants qui présentent des troubles externalisés du comportement, eh bien, dans ces cas-là, les parents vont être capables de pouvoir tout de même fonctionner avec leurs enfants de façon plus ou moins adéquate si, par ailleurs, les autres sphères de leur vie leur permettent de pouvoir disposer d'un climat de stress raisonnable avec lequel ils peuvent composer. Dès lors
qu'une balance n'est plus tout à fait organisée entre les événements stressants et les capacités à pouvoir les absorber et les juguler, eh bien nous voyons à ce moment-là émerger une disproportion qui va engendrer chez le parent des manifestations symptomatologiques plus ou moins aiguës. Il faut savoir que les enfants présentent un ensemble de phases développementales qui vont soumettre les parents à des stress assez manifestes. Comme le soulignent Isabelle Roskam et Moira Mikolalchek, devenir parent est déjà en soi une source de stress. Quand l'enfant est dans le ventre de la mère, il est tout à fait loisible d'imaginer que cet enfant pourrait présenter une forme de handicap, que l'accouchement pourrait mal se passer, ou encore qu'il pourrait y avoir malheureusement une fausse couche qui empêche l'arrivée de cet enfant. Une fois que l'enfant est présent, les parents vont être confrontés à un petit être fragile, dont ils vont espérer qu'il ne tombe pas malade, qu'il ne soit pas soumis à toute une série d'agresseurs externes que peuvent être les amis de l'école ou bien des personnes malveillantes dans leur entourage. L'enfant va ensuite grandir, mais les parents vont devoir être soumis au stress de l'autonomisation face à la dépendance dans laquelle l'enfant reste plus ou moins ancré pendant une durée à nouveau plus ou moins longue selon l'enfant et selon le type d'éducation que les parents lui ont donné. Les enfants vont donc devoir faire l'épreuve de gérer par eux-mêmes leur toilette, leur habillage, leurs devoirs, leur gestion relationnelle à l'égard de leur fratrie, à l'égard de toute une série de personnes. Ce sont donc des composantes à nouveau stressantes pour les parents. Et puis, il y a cette autonomisation qui est à la fois souhaitée par les jeunes parents qui voudraient un peu de répit, mais qui est finalement tout aussi stressante lorsqu'elle se produit, parce que l'enfant va alors faire l'épreuve du monde, avec une certaine distance physique, émotionnelle, relationnelle avec leurs parents. Et les parents peuvent avoir à ce moment-là une série de craintes quant à ce qui pourrait arriver à leur enfant lorsqu'il va se mettre à sortir avec des amis, à faire des connaissances extérieures et, in fine, à quitter le nid familial. Les parents sont donc capables de gérer ce stress jusqu'à un certain point, ai-je dit. Lorsque cette balance ne peut plus être équilibrée, peut poindre à ce moment-là une forme de fatigue qui va se manifester comme pour le burn-out en 3 temps. Tout d'abord, un épuisement physique et émotionnel. Le parent va avoir le sentiment de ne plus s'en sortir, d'être sans cesse dans le rouge, de manquer d'énergie, de ne plus être capable de pouvoir supporter le poids des demandes que son enfant ou ses enfants lui font. Le parent va avoir l'impression à ce moment-là qu'il est dans une sorte de grand 8 qui ne se termine pas et qui ne lui laisse aucun répit. Les témoignages sont très réguliers de parents qui disent être dans cet épuisement émotionnel où ils ne parviennent plus à rester calmes, ils sont très rapidement irrités, irritables, passent d'une humeur à une autre, ont du mal à réguler leurs émotions parce qu'ils ont le sentiment que toute demande faite par leur enfant est sensiblement une forme d'agression ou d'agressivité à leur égard, alors même que leur enfant ne produit pas nécessairement une conduite visant à ce type de réaction chez le parent. Et les parents, dans un deuxième temps, s'en veulent de réagir évidemment de manière excessive, parce que cet épuisement est absolument manifeste. Deuxième dimension, c'est la distanciation affective avec les enfants que relèvent Isabelle Roskam et Moira Mikolalchek, qui signifie, comme dans le burn-out professionnel, qu'à force d'être épuisés par les sollicitations de leurs enfants, mais par ailleurs par tout ce qu'il convient encore de faire dans la vie de tous les jours, je l'ai dit tout à l'heure, être un excellent parent, mais être également un excellent conjoint, un excellent professionnel, un excellent ami, un excellent enfant pour ses propres parents, eh bien, à un moment donné, les parents étant dans cet épuisement émotionnel, vont fonctionner avec leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils vont être dans des gestes routiniers, presque automatisés. Ils vont être donc moins attentifs aux besoins de l'enfant en tant que personne. Les enfants vont être en quelque sorte réifiés, transformés en choses, entre guillemets, avec lesquelles il faut faire un ensemble de démarches, les habiller, les conduire à l'école, leur préparer à manger. Et donc les capacités d'empathie affective, de rencontre avec l'enfant dans son besoin spécifique,
vont être diminuées au profit d'actes plus techniques où le parent va, par exemple, se consacrer au devoir moins pour que l'enfant se sente accompagné par son parent dans une relation singulière où ils sont deux à partager un moment ensemble, mais plutôt dans l'idée de terminer les devoirs le plus rapidement possible pour passer ensuite à une autre activité tout aussi urgente. Le parent va donc être dans cette dépossession d'une relation très riche au profit d'une relation un peu plus mécanique, et tout ceci évidemment se fait de manière invisible, homéopathique, involontaire, et souvent est vécu par le parent avec une profonde tristesse parce qu'il ne parvient plus à être dans cet engagement relationnel dans lequel il était auparavant et qui lui semble pour autant toujours extrêmement important. Enfin, le parent mesurant tout cela, à la fois cet épuisement émotionnel dont il ne parvient pas à sortir, mais également cette distanciation progressive avec ses enfants sur le plan affectif, le parent va à ce moment-là éprouver la troisième partie, qui est la perte du sentiment d'efficacité personnelle et la perte d'épanouissement dans le rôle de parent. Le parent va avoir le sentiment à ce moment-là de ne pas être à la hauteur de ce qu'il pensait devoir être ou de ce qu'il était antérieurement avant que cet épuisement parental ne se mette en place. Le parent va donc s'adresser toute une série d'auto-reproches, culpabilisé par rapport à ses actes le soir avant de dormir ou lorsqu'il est hors du domicile conjugal, il va réfléchir à ce qu'il a pu dire et ce qu'il a pu faire avec une lecture à ce moment-là plus froide, plus critique, et ces auto-reproches vont être redoublés par une série de reproches que pourront exercer les proches du parent, commencer évidemment par le conjoint ou la conjointe, qui peut exacerber cette tendance à la critique, voyant effectivement ces comportements plus ou moins inadéquats de l'autre parent, mais également de la part des grands-parents ou de la famille étendue, voire même des amis, qui vont chacun et chacune, probablement pour de bonnes raisons, mais adresser une série de remarques qui seront vécues comme des critiques par les parents, en vue d'améliorer le fonctionnement relationnel avec l'enfant, ce que le parent vivra évidemment encore moins bien et qui renforcera par récursivité les critiques qu'il s'adresse à lui-même et donc produira encore une baisse de son estime de soi tout à fait palpable. Des symptômes vont alors apparaître, probablement, les parents vont voir des comportements émotionnels particulièrement s'exacerber en termes de colère, d'irritabilité, d'incapacité à pouvoir réagir autrement que par saute d'humeur. Il va y avoir des comportements possiblement palliatifs à travers des dérivatifs, on pense ici notamment aux conduites addictives, soit de consultation de certains types de sites internet, soit et très certainement aussi du recours à l'alcool. Nous voyons ici notamment avec cette période de confinement apparaître toute une série de moyens de boire socialement pour traverser cette épreuve. Je pense ici aux coronapéros, aux apéros du confinement dont on sait qu'ils sont un moyen de pouvoir anesthésier la tristesse et la souffrance consécutive à cette obligation d'être sans cesse dans le même maillage familial, dans le même tissu familial, sans pouvoir en sortir à un moment ou à un autre. Enfin, il y a des impacts sur la santé qui sont également tout à fait perceptibles. Les parents en épuisement professionnel vont avoir un système immunitaire qui va être fragilisé. Cette fragilité du système immunitaire va se traduire par une série d'affections qui vont être plus facilement acquises par les parents. Je pense ici donc à des problèmes, alors évidemment en période de coronavirus c'est toujours un peu compliqué, mais des problèmes qui sont liés à la santé au sens d'un rhume, d'une grippe, d'une bronchite qui pourrait plus facilement affecter le parent parce que son système immunitaire est un peu moins performant. La pression artérielle va être également augmentée, la fréquence cardiaque peut être également augmentée, évidemment aussi parce qu'il y a de la fatigue derrière. Le taux de cortisol, l'hormone du stress qui est généré par les glandes surrénales, va également risquer d'augmenter.
Tous ces éléments vont produire des fragilités dans l'organisme, des fragilités qui pourront éventuellement aboutir à un moment donné à des problèmes peut-être plus importants de type cancéreux ou de type cardiovasculaire. Évidemment, tout ceci doit être réfléchi avec un ensemble d'autres éléments qui vont de manière co-occurrente aboutir à cette comorbidité. Évidemment, l'enfant n'est absolument pas, il est hors de question de le penser, l'élément qui va produire une maladie chez le parent, bien entendu, mais l'enfant, par le stress qu'il génère, et par la difficulté que le parent a de pouvoir gérer ce stress, majoré par l'ensemble des dimensions qui coexistent autour de cette parentalité, on l'a dit tout à l'heure, le travail, la famille, le conjoint et les amis, eh bien tous ces éléments peuvent produire une cohorte très difficile à pouvoir vivre et à pouvoir mettre au travail sereinement et donc aboutir, in fine, peut-être plus tard, à une série de manifestations problématiques. Il y a enfin un dernier cas que je voulais aborder avec vous, qui est au-delà du burn-out parental, qui est la psychose puerpérale. C'est une forme en fait de psychose qui peut apparaître juste dans l'issue de la naissance, dans les 2 semaines qui suivent la naissance, et qui est autre chose encore que le postpartum dont nous avions parlé tout à l'heure, qui est véritablement une sorte d'accès délirant chez le parent. On peut parler de troubles psychotiques, bref, la plupart du temps, le parent va véritablement décompenser d'une façon délirante à l'endroit de son enfant. La plupart du temps, il va, dans ce cas-là, si ça arrive, c'est assez rare, mais si ça arrive, il va imaginer que son enfant, alors, n'est soit pas son enfant, n'est pas vivant, est possédé par le démon, peut-être empoisonné ou a été échangé à la naissance, et donc il y a une urgence absolue de prendre en charge le parent dans ce cas-là, car le passage à l'acte, le risque du passage à l'acte auto-agressif, mais principalement hétéro-agressif, donc sur l'enfant, est assez réel si le parent a le sentiment viscéral que cet enfant n'est pas le sien ou que cet enfant est possédé par une entité démoniaque. Il est possible que ce parent passe à l'acte sur cet enfant en vue de le délivrer ou de se protéger de cet enfant. Ce cas évidemment est extrêmement rare, la psychose puerpérale, mais il faut tenir donc être attentif au fait qu'une maman demeure extrêmement fragile après la naissance de son enfant, qu'il faut lui apporter le plus de soutien possible, qu'il faut être attentif au fait qu'elle a des besoins aussi de repos, besoin aussi de pouvoir faire autre chose que s'occuper de son enfant et d'être particulièrement soutenue de la part de ses parents, de ses proches, de son conjoint. Le conjoint aussi, l'homme, le papa, doit être soutenu. Il n'est pas simple de devenir père, Lacan l'a suffisamment mis en évidence dans ses travaux, et donc il y a lieu aujourd'hui d'accompagner autant que faire se peut ses parents et de les aider à dédramatiser leur fonction parentale en leur disant qu'ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qui sont les leurs, dans des circonstances qui sont parfois extrêmement compliquées, comme c'est le cas ici, notamment avec cette période de crise sanitaire. Nous en terminons donc ici avec cette partie consacrée au burn-out parental et à ses conséquences. Je vous remercie pour votre attention.